Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoires à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie, encore une fois, de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Salut, André. Alors, ce soir, on a deux sujets avec des mystères. On va dire que c'est ça le point. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, mais là, c'est... Toi, tu vas nous arriver avec des descriptions historiques d'OVNI. Oui, qui ont été enregistrés, qui sont consultables dans les universités, les fonds d'archives, etc., les journaux. C'est ça. Et là, on parle de choses beaucoup plus anciennes que la vague d'OVNI qu'on connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il semble qu'il y en a eu tout au long de l'histoire. On va tâcher de voir un peu où ça démarre, ça. Et moi, je vais être aussi dans les mystères. Je vais parler des mystères de la Nahanni. Qu'est-ce que c'est que la Nahanni? C'est une rivière où il y a un grand canyon et c'est au Canada et il se serait passé à cet endroit-là beaucoup de choses étranges. Mais on va y revenir. Tout d'abord, on va commencer avec nos ovnis. Un petit retour en arrière. Au début, je voulais trouver le plus ancien description, le plus vieux texte, et puis je tombe sur quelque chose de 1440 avant Jésus-Christ, en Basse-Égypte, des disques ardents qui flottaient au-dessus des cieux, qui ont été décrits dans un papyrus rédigé en hiératique, qui était la langue usuelle dans l'Égypte ancienne. Malheureusement, c'est un faux. Ça a été démontré comme étant un faux. Alors déjà, premier ovni, première fausseté. Cependant, on va sauter quelques siècles. Nous voici en 218 avant Jésus-Christ. Un chroniqueur du nom de Tite-Live, si je le prononce bien, enregistre un certain nombre de présages. Il appelait ça des présages. Alors, ce sont des navires fantômes qui auraient été vus brillants dans le ciel, tels que décrits. 218 avant Jésus-Christ. Il faut comprendre que chez les Romains, les présages étaient quelque chose qu'on surveillait beaucoup et on les notait. C'est d'ailleurs, on va voir qu'avec les époques, la description ou la raison d'être de ces phénomènes-là va changer. C'était des présages parce que, d'ailleurs, on vivait à l'époque du Panthéon romain et puis il y avait tout cet aspect-là. C'est que chez les Romains, la religion romaine reposait beaucoup sur la croyance que les dieux envoyaient des signes. Présages, et tout ce qui était étrange, qui était inhabituel, risquait d'être considéré comme un présage. Alors, les navires fantômes cadraient vraiment avec ça. 76 avant Jésus-Christ, Pline l'Ancien, toujours aussi poétique, une étincelle est tombée d'une étoile et s'est développée. Au fur et à mesure qu'elle descendait jusqu'elle a l'air d'avoir la taille de la Lune, jusque-là, météorite, et cependant, est ensuite remontée vers les cieux et s'est transformée en lumière. Un peu étrange comme description, mais tel qu'écrit. 74 avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est selon Plutarque, un peu ma préférée, une armée romaine commandée par un général du nom de Lucullus, qui était une tête brûlée et qui s'était mis dans l'idée d'aller décrocher la gloire en attaquant une force supérieure, c'est-à-dire les armées du roi Mithridate VI du Pont. Oui, le Pont était un royaume au nord de la Turquie. L'Anatolie. En Anatolie. Ce qui s'appelait pas encore la Turquie à l'époque. Donc au nord et avec la Crimée aussi faisait partie de ça. Tel que décrit, le ciel s'est brisé et un énorme corps semblable à un bocal à vin avec la couleur de l'argent fondu. Alors, il décrit deux fois plus tard, le décrit comme un bocal à vin. Et aussi une bouteille de vin. Il semble qu'il y avait un contenant standard dans l'Antiquité romaine. Les autres descriptions de ce bataille-là disent simplement qu'un bolide est tombé entre les armées. Plutarque est plus précis, lui, en disant que Lucullus en a profité pour se défiler, réalisant qu'il allait sans doute être vécu. Alors là, ce qui m'a fait penser que c'était plus peut-être un pot de vin qu'une bouteille de vin. Alors, 196 avant Jésus-Christ, toujours dans la République romaine. Cette fois-là, l'historien Cassius Dio décrit une fine pluie ressemblant à de l'argent descendu du ciel sur le forum d'Auguste. Et lui a décidé d'utiliser une partie du matériau pour plaquer certaines de ses pièces d'argent, de monnaie, c'est-à-dire en bronze. Et il les a plaquées avec ça, mais le 4e jour après le revêtement a disparu. Alors voilà. C'était pas de l'argent. C'était pas de l'argent. Est-ce que c'était un matériau inconnu extraterrestre? On ne le saura pas. On va aller sauter quelques siècles encore, 1561. Cette fois-là, on est dans un de tes endroits préférés, le Saint-Empire romain germanique. On est à Nuremberg. Les habitants vont voir ce qu'on décrit comme une bataille aérienne suivie de l'apparition d'un grand objet triangulaire noir. Ah!
le fameux dirigeable furtif qu'on voit aujourd'hui, oui, triangulaire noir. En tout cas, c'est frappant à ce niveau-là. Il y a eu un écrasement à l'extérieur de la ville. Comment on sait ça? C'est qu'il y a un prospectus qui a été imprimé à l'époque pour l'événement. Le prospectus, c'est un peu l'ancêtre des journaux. Oui, c'est ça. C'était souvent des gravures sur bois qui étaient reproduites. C'est qui est le cas ici, qui a été, prospectus a été imprimé par un certain Hans Laser, puis il est conservé à la Bibliothèque centrale de Zurich. C'est ça l'aspect important de ce qu'on mentionne, c'est vérifiable. Il illustre l'événement, puis la population de Nuremberg qui a observé des sphères, des cylindres, des objets de forme étrange, la géométrie étant à l'honneur, qui se déplaçaient de manière erratique au-dessus de leur tête. 1566, un autre phénomène céleste du même type, mais cette fois-là, c'est à Bâle, en Suisse. Un autre prospectus, 1566, présente de nombreux objets sphériques à nouveau, apparaissent en dehors du soleil. C'est toujours la bataille aérienne, des guerriers dans le ciel. Puis ça, c'est vu plus comme des manifestations religieuses, une extase pré-religieuse. Tout est mélangé vu avec comme ça. Un peu des présages également, dans le sens qu'on dit que ça doit annoncer des malheurs, ou etc. Et on peut voir ça sur une gravure sur bois qui date justement du 16e siècle. En 1609, celle-là aussi peut-être qu'elle va dire quelque chose, c'est en Corée. Plusieurs voient un halo, une forme de basin qui se divise en deux. Excuse-moi, c'est pas celui-là, c'est plus au 19e siècle où on va se retrouver. Là, je vais sauter le Massachusetts en 1639. John Winthrop, qui était premier gouverneur du Massachusetts, il a vu quelque chose dans la baie de Massachusetts, oui. et puis aussi entre la ville de Charlton, anciennement Charleston. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on a vu dans les années 1660, au-dessus de la ville de Québec, des canaux volants. Des canaux volants. Ben voilà, on décrit ça avec les mots de l'époque. Le schéma de référence de l'époque. Comme ici, en 1668, en Slovaquie, à Levoka, je l'ai gardé celui-là parce qu'on veut un lézard argenté dans le ciel, ce qui est à ma description d'un appareil volant, un avion. Un lézard, ça correspond. Alors, on va sauter au 19e siècle. Cette fois-là, c'est au Japon, côte est. Le Utsuro Bune, c'est celui-là que je parlais. Je suis certain que tu connais les pêcheurs locaux en 1803. Il y a un grand objet en forme de ce qui a été décrit un peu comme un brûleur d'encens métallique qui a dérivé sur les plages dans la province d'Itachi, dans l'actuelle province qui existe encore d'ailleurs. Un groupe de pêcheurs qui a ramassé l'objet l'a décrit comme étant en métal avec des fenêtres de cristal. Certains ont dit que l'objet ressemblait à ce que j'ai décrit, un brûleur d'encens. Il y avait d'étranges symboles à l'intérieur sur les murs. Vous pourrez penser que c'est des écritures ou peut-être des panneaux de contrôle, qui sait. Une belle jeune femme qu'ils ont décrite comme ayant des cheveux roux, avec des rallonges blanches. Et oui, ça a été écrit comme ça, vêtue de vêtements inconnus, étrangers. Elle tenait une boîte carrée que personne n'était autorisé à toucher. Puis elle leur parlait dans une langue qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Évidemment, ça semble être quelqu'un qui a été exilé de son pays. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle le vieux du village est arrivé, que c'était une princesse d'un pays inconnu qui a été mariée de force avec un monarque ou un autre prince, qui l'a trompé avec son amant. L'amant a été exécuté, elle a été exilée, et voilà. Qu'est-ce qu'on refait? Bon, on la remet dans son chaud. On la remet à la mer. C'est à peu près ça que je trouve le plus étonnant dans l'histoire. Une fois avoir connu l'histoire, ils vont la remettre à la mer. Il faut dire qu'à l'époque, au Japon, le Japon était complètement fermé à l'étranger. Aucun étranger pouvait entrer au Japon. Donc, c'était un phénomène en sortir. Surtout les cheveux roux. C'est ça. De complexion pâte. Et en plus, qu'ils aient dit que c'était une langue qu'ils ne comprenaient pas, c'est compréhensible parce qu'ils devaient ne jamais entendre d'autres langues que le japonais. La boîte carrée qu'elle tenait contenait la tête de son amant. C'est pour ça que personne ne devait y toucher. Mais en fait, le véhicule lui-même, l'objet flottant lui-même est assez mystérieux pour penser que ça pourrait peut-être être un ovni. Là, on va continuer toujours au 19e siècle, un autre sujet qu'on a déjà abordé, des dirigeables mystérieux aux États-Unis. Ça s'est passé sur une longue période, entre le 30 novembre 1896, ça s'est poursuivi jusqu'en 1897. Ça a commencé en novembre. Des engins non identifiés se sont mis à survoler la Californie. Les gens voyaient dans le ciel des vives lueurs, des objets qui étaient souvent cachés par les nuages, mais qui ont été écrits comme des aéronefs. À l'époque, il existait des ballons à air chaud
qui avait déjà été employé, mais il n'existait pas de dirigeable. C'était simplement une fiction. Il y avait eu des expériences. Des expériences, mais il n'y en a aucun qui marchait. Aux États-Unis, il n'y en avait pas eu. Aucun qui était capable de faire les performances dont il est question là-dedans. C'est ça. Puis là, ben, ça s'est poursuivi de Sacramento, Oakland, San Francisco. Comme le 17, le San Francisco Call raconte que le ciel était couvert de nuages et puis que les dirigeables naviguaient à basse altitude. Certains observateurs ont entendu des voix humaines chantant en chœur depuis les aéronefs. Ça, c'est ce qu'on voit là au 19e siècle. C'est Jules Verne, c'est H.G. Wells, c'est des inventeurs qui... ça fait penser au roman de Jules Verne, Robur le Conquérant. Exactement. D'ailleurs, le thème revient parce que il y a des affabulateurs qui vont sortir. Là, il y a eu certains atterrissages, il y a eu une tentative d'enlèvement dans des villes du Middle West, entre autres, et puis il y a supposément un dirigeable qui aurait atterri puis aurait été gardé par 3 hommes qui disent qu'il y avait une avarie et que c'était l'invention d'un génial. C'est une possibilité. En fait, on était à l'époque du développement justement des aéronefs, donc qu'est-ce qui nous empêcherait de croire qu'il y avait un savant prestigieux Et il y en a beaucoup d'autres, là. On pourrait se rendre jusqu'au 19e siècle, mais comme toujours, on est limité par le temps. Alors, je vais terminer ça ici et je vais te confier la deuxième histoire. Moi, je vais parler d'un endroit peu connu. D'abord, merci pour ce sujet-là. Effectivement, on pourrait s'étendre longtemps avec celui-là aussi. On y reviendra un jour. Probablement. Là, moi, je vais parler d'un endroit peu connu des Canadiens, bien que étant situé au Canada, mais c'est situé au Yukon. C'est la région du parc national de la Nahanni. La Nahanni, c'est une rivière qui est entourée de 4 canyons remarquables qui atteignent 1000 mètres, soit 3300 pieds de profondeur. On a quelque chose là qui s'approche du Grand Canyon du Colorado. Évidemment, c'est au Yukon. Il n'y a pas grand monde qui passe par là. C'est pas près des autoroutes comme le Canyon du Colorado, ce qui explique que c'est presque inconnu, bien que totalement, comme je dis, ça serait probablement aussi spectaculaire. On y trouve, entre autres, des chutes, les chutes Virginia ou Nailicho, dans la langue des Dénis qui habitent la région. Alors, elle plonge de 295 pieds, 90 mètres, dans un panache orageux. On y trouve également des sources thermales, des monticules de tufs qui sont les plus grands au Canada. Il y en a un qui mesure 89 pieds de haut et 74 mètres de diamètre. Donc, j'ai parlé de sources d'eau chaude. C'est donc un endroit spectaculaire qui a longtemps été à peu près ignoré parce que même les Amérindiens n'aimaient pas trop l'endroit. Apparemment, il y avait des légendes là, que c'était dangereux, cet endroit-là. On va voir qu'il y avait peut-être des raisons. Il y a un des endroits dans ce immense territoire qui s'appelle Headless Valley. La vallée sans tête, c'est parce qu'il y a eu, on va y revenir, des cas de meurtre accompagnés de décapitation qui n'ont jamais été résolus. Ce qui a laissé une légende comme quoi il y avait une tribu d'Indiens de chasseurs de têtes dans la vallée. Éventuellement, ça va être démenti, mais bon. On va parler d'animaux préhistoriques. On va parler également d'une vallée tropicale à l'intérieur du canyon de la Nahanni. Au Yukon, ça serait vraiment merveilleux. Et donc, ça fait partie de tout ce qu'on a appelé la vallée du mystère, pour parler du canyon. Il manque seulement les ovnis. Il manque seulement les ovnis. Alors, un écrivain va dire qu'il y a une vallée tropicale située au milieu du désert arctique. Le nom Nahanni, dans la langue des Dénis locaux, ça veut dire les gens là-bas très loin. C'est assez vague comme description. Donc, on va voir, on parle aussi évidemment d'une mine d'or. Le Mother Lode, comme on appelle, là, vraiment un filon principal qui serait quelque part près d'un ruisseau Bennett, un ruisseau appelé le ruisseau Bennett. Et là, il y aurait une fameuse mine d'or inépuisable que tout le monde recherche, évidemment. Bon vieux rêve de richesse et de trésors. Alors là, légende de la vallée tropicale, entre autres, qui se trouverait environ 40 000 en amont de la rivière Nahanni.
va être éventuellement démenti pour de bon. Là. On va en parler beaucoup dans les journaux de 1924 à 1935. Il faut savoir que quelques années auparavant sont sortis dans les journaux en feuilleton et sous forme de livres le roman Le Monde perdu de Arthur Conan Doyle, où on découvre une vallée où il y a des dinosaures en Amérique du Sud, et aussi la série des aventures de Caspak de Edgar Rice Burroughs, où on retrouve une vallée tropicale en Antarctique où il y a encore des animaux préhistoriques, des hommes préhistoriques, etc. C'est finalement le docteur Charles Camsell, sous-ministre des Mines, qui va explorer la vallée puis mettre fin à découvrir les sources chaudes, mais annule la légende selon laquelle ça fait une vallée tropicale. Ça existe à aucun endroit, à aucun moment. D'ailleurs, l'autoroute de l'Alaska traverse la région maintenant. Il serait bien content d'avoir une vallée tropicale. Ça serait sans nul doute qu'il y aurait un grand hôtel à cet endroit-là, si c'était le cas. Alors, donc ça, c'est une des histoires. Une autre, c'est les animaux préhistoriques. C'est qu'on va voir des Autochtones qui vont avoir fait des peintures qui représentent notamment des mammouths de façon assez réaliste. Et là, on va se dire, est-ce qu'il y aura encore des mammouths en vie dans la vallée de la Nahanni? Alors, éventuellement, on va découvrir dans la région, à plusieurs endroits, des mastodontes, des mammouths, les squelettes de mastodontes et de mammouths. En fait, il va même avoir un commerce d'ivoire fossile pendant plusieurs années, dans la même année que la ruée vers l'or au Yukon. On va vendre des défenses d'éléphants, des défenses de mammouths pour l'ivoire. Alors, on se dit peut-être que les Autochtones ont été capables de deviner, d'imaginer de quoi l'animal vivant avait l'air en voyant le squelette. Peut-être tradition orale aussi. C'est l'autre possibilité. Il y a 10 000 ans et plus. C'est ça, c'est l'autre possibilité parce qu'effectivement, on a trouvé à plusieurs endroits en Amérique du Nord des traditions orales qui paraissent se référer aux mammouths. Notamment chez les Inuits, de la région de Charlevoix, il y avait la tradition d'un animal qui se serait disparu, qui se serait appelé le grand élan, qui était plus grand que tous les autres et qui avait une main au bout sur la tête, ce qui fait beaucoup penser à une trompe, effectivement, d'éléphant. Au Mexique aussi, il y a des légendes un peu de ce genre-là. Et en plus, il y a une découverte récente qu'on a pu voir dans Life Science, notamment, qu'on a découvert par des traces d'ADN que les mammouths ont survécu dans la région au Yukon et dans les environs de la Nahanni en particulier pendant au moins 5000 ans de plus que dans le reste d'Amérique du Nord. Partout ailleurs, ils sont disparus à peu près 10 000 ans, là, ça serait il y a à peu près 5000 ans. Donc, à l'époque, on construisait les pyramides d'Égypte, là, à peu près. Donc, c'est possible que la tradition orale se soit maintenue. Puis les meurtres et mutilations dont tu as fait mention. Ça, on va y arriver. C'est qu'effectivement, on a trouvé, à un moment donné, c'est à l'époque de la ruée vers l'or que ça a commencé, des chercheurs d'or qui allaient dans la région de la Nahanni pour chercher le fameux filon qui n'a jamais été découvert et qui ont été assassinés, effectivement. On a trouvé leur corps décapité. Ça n'a jamais été résolu. C'est ça qui a donné légende qu'il y avait une tribu d'Indiens chasseurs de têtes à l'intérieur de la vallée. Les Autochtones des environs semblaient vouloir accréditer cette histoire-là, mais on se demande si c'était pas tout simplement pour tenir les prospecteurs loin de ce qui était aussi un excellent terrain de chasse. Alors, on se dit que c'est peut-être... mais ça n'a pas, le mystère n'a pas été résolu. Il y a eu des suspects qui n'étaient pas toujours des Autochtones. Des fois, c'était d'autres prospecteurs, mais on n'a rien trouvé. On a vu aussi, à la fin des années 20, plus précisément en 1928, le millionnaire montréalais, Harry Snyder, qui avait fait sa fortune dans le pétrole, qui décide de faire un grand voyage d'exploration dans la Nahanni il va par avion. 1928, c'était donc des gros moyens, là. Et il s'amène un bateau et il va prendre des films de la région, des photos, et il va travailler, passer sur la rivière, il est vraiment équipé. Il est avec lui un certain McLeod, qui était un chasseur reconnu qui connaissait bien le coin. Non, là, je me trompe. McLeod, lui, au printemps 1905,
il aurait trouvé de l'or près de la fameuse ruisseau Bennett. Et donc, il a perdu en voulant ramener son or, il a chaviré et il a perdu toutes ses échantillons. C'est toujours comme ça. Oui, ça finit toujours comme ça. Et là, il a organisé une autre expédition pour retourner sur lieu et on ne les a jamais revus. Ah. Et 3 ans plus tard, après une longue recherche, le frère d'un des membres de l'expédition a trouvé les squelettes de Willie et de son frère dans un endroit qui s'appelle Deadman's Valley, vallée de la mort. Ils avaient été abattus et ils étaient enroulés dans leur couverte. Leur partenaire s'appelait Ware, c'était un ingénieur, il n'a jamais été retrouvé. Un autre, Martin Jorgensen, un prospecteur du Yukon, qui va connaître une histoire à peu près semblable en 1917. Il avait lui aussi apparemment trouvé de l'or et sa cabane a été brûlée au sol et lui-même abattu par arme à feu, apparemment d'une certaine distance. Et tout ce qu'on a retrouvé, c'est son squelette décapité. Ah, lui était décapité. Lui était décapité, pas de traces d'or. Alors, il y a aussi un pêcheur, Yukon Fisher, qui était en hors-la-loi, recherché par la GRC, qui s'était sauvé dans la vallée de la Nahanni et n'a jamais été retrouvé vivant. Mais on a trouvé ses os en 1927, dans le même coin de la rivière Bennett. Et la GRC a enquêté sur 5 morts qu'il y avait eu dans une cabine et on s'est aperçu que la cabine qui avait été brûlée. Et on s'est aperçu que on a pensé que c'était peut-être un problème de four au gaz, mais semble-t-il que ça fonctionne pas totalement comme théorie. D'autres sont morts. La majorité de ceux qui sont morts dans la région de la Nahanni n'ont jamais été retrouvés. Il y a aussi l'histoire d'une jeune femme, Annie Laferté, qui était avec l'expédition de monsieur, qui était avec une des expéditions de monsieur McLeod. Elle aussi a disparu avec l'expédition, mais il y a une histoire, une petite épilogue à ça, c'est qu'un Amérindien, quelques années plus tard, a dit avoir vu une femme nue courir en montant une colline dans le coin. Et là, il l'a perdu de vue, et c'est ça, on ne l'a jamais retrouvé. Est-ce que c'était Annie Laferté? Qui venait de Montréal, comme le millionnaire qui avait fait la première expédition, Harry Snyder, et Annie Laferté. Donc, certains écrivent son nom comme Lafferty. Ce que moi, j'ai essayé de voir, c'est si je trouvais une référence à cette... On dit qu'elle était de Montréal. Donc, j'ai essayé de voir si dans les journaux montréalais, on trouvait une référence à une Annie Laferté ou Lafferty qui serait disparue dans ces années-là. Il me semble qu'un événement comme ça arrive, on va en parler dans les journaux. Aucune trace. Ça me ferait même me demander si elle avait donné son vrai nom. Et sinon, pourquoi pas? Pourquoi avait-elle donné son faux nom? Alors, un faux nom. Donc, en gros, c'est ça, des histoires, des mystères de la Nahanni. Ce qui me frappe, c'est que l'aspect trésor, chercheur d'or, qui est assez récurrent dans ce genre d'histoire-là. Partout où il y a eu un mystère, il y a un trésor d'impliqué. Et d'ailleurs, ces trésors-là, au cours des années, ont le don de prendre de l'ampleur, ces histoires-là, qu'on pense seulement à Oak Island, dont toi, tu avais parlé il y a bien des années, alors que c'était pratiquement inconnu. On l'aurait peut-être vu dans le Reader's Digest. C'est là que ça a tout commencé, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Moi, c'est la première référence que j'en avais eue. Et voilà. Puis aujourd'hui, ben, c'est une production de History Channel qui était des millions de dollars, qui se poursuit. Ils sont rendus à quoi, la 7e ou 8e saison. Ils sont en train de presser le citron du trésor en fait, au maximum. C'est là le trésor. Au train où ça va, ils font tellement de trous dans l'île qu'on peut se demander si l'île va pas à un moment donné couler ou se faire inonder, s'effondrer sur elle-même. Enfin bref, c'est ça un peu nos deux sujets pour ce soir. On a donc 2 histoires de mystère, comment dirais-je, profond, oui, c'est ça. Le canyon de la Nahanni, entre autres, c'est assez fascinant. Et ça aussi, il n'y a pas de doute que si on était aux États-Unis, on aurait déjà plusieurs films qui tourneraient autour de ça. Ça a du potentiel incroyable quand on pense chasseurs de tête, mines d'or, animaux préhistoriques, vallée tropicale.
Écoutez, et même une jeune fille nue qui court en montagne. Que demander de plus? Scène d'Hollywood typique. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est l'histoire des mystères de la Nahanni. Il nous reste un petit peu de temps. Peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu à ton sujet sur les ovnis et parler du fameux de cet incident à Aurora. Aurora, exactement. C'est tout le monde a entendu parler aujourd'hui de Roswell au Nouveau-Mexique. C'est une histoire qui fait le tour du monde depuis des années. C'est arrivé, en fait, depuis les années 1948, si la mémoire est bonne. Alors, cependant, en 1896, en 1897, à Dallas, excusez-moi, c'est pas à Dallas, c'est à Aurora, au Texas. Oui, oui. Il y aurait eu un dirigeable fantôme dont j'ai parlé tantôt qui a percuté un moulin à vent. Moulin à vent, c'est les trucs pour pomper l'eau, c'est pas ce qu'on voit en langue. Ouais, c'est ça. Et puis qui se serait écrasé sur la propriété d'un dénommé le juge Proctor. Ça, c'est arrivé à 6 heures le matin durant la nuit, alors personne n'est là, ils sont réveillés. Le pilote, ça c'est la meilleure partie, par la police qui est allée constater l'accident, il a été décrit comme un martien. Le pilote, c'est marqué, c'est un martien. Il connaissait c'était quoi les martiens. C'est ça. Moi, j'ai lu d'ailleurs qu'il y avait un officier des transmissions de l'armée américaine qui l'avait identifié, comme un martien. Comment un officier des transmissions de l'armée américaine en 1898 sait de quoi a l'air un martien? Rapidement, pour conclure le tout, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire qu'enterrer, évidemment avec les rites chrétiens, le martien en question, placer les débris de l'engin, qui aurait pu être une connaissance, dans la tombe, et ils se sont débarrassés du reste au fond d'un puits, et l'histoire a été enterrée là. Mais ça serait peut-être un canular donné de ça aurait été pour faire parler de la ville d'Aurora parce que le chemin de fer avait décidé de pas passer. Il y avait eu des tragédies au niveau des récoltes de coton qui avaient été détruites, des bâtiments, plusieurs morts. Même la rougeole est apparue. Alors, on va être obligé de s'arrêter. Voilà, et donc, c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat en compagnie de Charles Daigneault. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine.